J'étais assis à mon bureau, en train de passer en revue mes portefeuilles d'investissement comme n'importe quel mardi matin, lorsque mon téléphone s'est allumé avec un numéro inconnu. D'habitude, je le laisse sur la messagerie vocale, car les appels de spam sont incessants de nos jours, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Peut-être était-ce l'intuition, ou peut-être simplement le hasard. Quoi qu'il en soit, cet appel allait bouleverser le monde que j'avais soigneusement construit. Bonjour, répondis-je, tout en parcourant les chiffres sur mon écran. Le bureau autour de moi était silencieux, à l'exception du doux ronronnement de l'air conditionné et du bruit lointain des claviers qui cliquaient. Harper, la voix à l'autre bout du fil était hésitante, familière d'une manière qui me serra l'estomac. C'est amer. Mes doigts se sont figés sur le clavier. 12 ans. Cela faisait 12 ans que je n'avais pas entendu cette voix, que je n'avais parlé à aucun d'entre eux. Ni à ma mère, ni à mon père, ni à ma sœur Lily. 12 ans à construire ma propre vie, ma propre réussite, loin de leur favoritisme toxique. J'ai jeté un coup d'œil à la porte de mon bureau, reconnaissante qu'elle soit fermée. Que est-ce que tu veux? Ma voix était plus dure que je ne l'aurais voulu, mais peut-être que c'était exactement ce que je voulais dire. Ma main libre s'est refermée sur mon bureau. Il y eut une pause, une profonde inspiration. Ton père est très malade, Harper. Les médecins disent qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Sa voix s'est légèrement brisée. Nous voulons que tu rentres à la maison, pour faire la paix, pour dire au revoir. J'y suis resté là, à fixer l'œuvre d'art moderne accrochée au mur de mon bureau, celle que je m'étais achetée l'année dernière, juste parce que je le pouvais. Le silence s'étirait entre nous comme un élastique prêt à se rompre. À l'extérieur de ma fenêtre, la vie continuait normalement, les gens marchaient, les voitures passaient. Le monde tournait. Mais dans mon bureau, le temps semblait s'être arrêté. Je vais y réfléchir, ai-je finalement dit, et j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Avant qu'elle ne puisse essayer de me culpabiliser, de me manipuler ou de faire quoi que ce soit d'autre. Pendant un long moment, je suis restée assise là, mon café devenant froid à côté de moi, les souvenirs que j'avais essayé tant bien que mal d'occulter remontant à la surface. Mais ils sont arrivés quand même, comme un barrage qui se brise, et je me suis retrouvée à me souvenir de tout ce qui avait mené à ce moment. Toutes les faiblesses, toutes les trahisons, tous les moments où Lily a été choisie au détriment de moi. J'ai toujours été le responsable, l'indépendant, je devais l'être. Depuis la naissance de Lily, juste 2 ans après moi, il était clair qui était la préférée. À chaque anniversaire, à chaque Noël, à chaque jour ordinaire, le schéma était le même. Lily avait les nouveaux jouets, les plus beaux vêtements, la plus grosse portion de dessert. Moi, j'avais droit à des cadeaux pratiques, à des sermons sur le fait d'être une grande sœur et sur la nécessité de montrer l'exemple. Lorsque Lily a voulu mes nouveaux crayons de couleur en 3e année, maman m'a obligée à les partager. Tu sais combien ta sœur est sensible, disait-elle, tandis que Lily souriait dans son dos. Lorsqu'elle a cassé mon livre préféré en le jetant dans la piscine pendant une crise de colère, papa s'est contenté de dire que les accidents arrivent et lui a acheté une glace pour la réconforter. Le livre avait été offert par mon professeur préféré, et je passais des heures à le lire sous mes couvertures avec une lampe de poche. Personne ne m'a acheté un livre de remplacement. Quand elle avait de meilleures notes, ils organisaient des fêtes. Regardez comme notre petite fille est intelligente, s'exclamait-il. Tandis que je restais assise dans mon coin avec Mesa qui n'avait rien d'extraordinaire. Quand j'avais de meilleures notes, il hochait la tête et disait, c'est ce que nous attendons de toi, Harper. Tu es plus âgé, tu devrais donner l'exemple. J'ai appris très tôt que si je voulais quelque chose, je devais l'obtenir moi-même. À 16 ans, j'ai commencé à travailler au Joe's Café après l'école. La gérante, Sarah, est devenue pour moi un mentor plus important que ne l'a jamais été ma propre mère. Elle m'a appris à assumer mes responsabilités, à économiser de l'argent et à me défendre. J'économisais chaque centime, rêvant du jour où je pourrais construire ma propre vie. C'est l'incident du téléphone qui m'a vraiment ouvert les yeux sur la profondeur du favoritisme. J'avais économisé pendant des mois pour m'acheter un smartphone, rien d'extraordinaire, juste un modèle de base.
Pour 100 $, j'avais gagné un pourboire à la fois. Le jour où je l'ai ramené à la maison, Lily a piqué une crise. Mais moi aussi, j'en veux un, cesse-t-elle écrier, en attrapant mon téléphone à pleine main. Harper, donnez-le-moi. Tu es tellement égoïste. Non, dis-je fermement, en le tenant hors de portée. Je l'ai acheté avec mon propre argent. Tu peux économiser pour en avoir un aussi, tu peux trouver un travail comme je l'ai fait. Maman, cria Lily, son visage devenant rouge. Papa, Harper est méchant. Ils sont arrivés en courant, bien sûr. Il accourait toujours quand Lily les appelait. Maman de la cuisine, papa de son bureau, tous deux semblant préoccupés par la détresse de leur précieux bébé. Harper, dit mon père d'un ton sévère, son visage exprimant la déception que je connaissais si bien. Pourquoi es-tu égoïste? Ta sœur veut juste voir ton téléphone. Parce que c'est le mien, répondis-je, le visage de mon fils tremblant de colère et de douleur. J'ai travaillé pour ça, je l'ai gagné, chaque dollar. Tu es censé aimer ta sœur, a ajouté ma mère, dont la déception était évidente. Comment peux-tu être aussi cruel? Nous t'avons élevé mieux que cela. Je les ai regardés, vraiment regardés, et quelque chose s'est mis en place. Ce n'était pas normal. Ce n'était pas juste. Ce n'était pas de l'amour. C'était tout autre chose, et j'en avais assez de prétendre que tout allait bien. Je l'aime, ai-je dit doucement, toujours avec ma voix. Mais cela ne veut pas dire que je dois lui donner tout ce que je possède. Je suis allée dans ma chambre et j'ai fermé la porte à clé, ignorant leurs appels et les faux sanglots de Lily qui, je le savais, se transformerait bientôt en demande d'autre chose. Cette nuit-là, j'ai commencé à faire des recherches sur les universités et les autres États, rêvant d'évasion. J'ai ouvert un nouveau document sur mon ordinateur et j'ai tapé demande d'inscription à l'université en haut de la page. Je me souviens du jour où la lettre d'acceptation m'est parvenue comme si c'était hier. J'avais 18 ans. Je venais d'obtenir mon diplôme de fin d'études secondaires et mes mains tremblaient lorsque j'ai ouvert l'enveloppe du programme de gestion des investissements en Arizona. Sarah me regardait derrière le comptoir du café, elle savait à quel point cela comptait pour moi. Je suis montée, j'ai chuchoté, puis plus fort, je suis montée. Sarah m'a serré fort dans ses bras. Je n'ai jamais douté de toi une seule seconde, ma fille. Et la lettre proposait une bourse partielle, ce qui était plus que ce que j'avais espéré. J'aurais besoin d'environ 30 000 $ pour couvrir le reste des dépenses. Cela n'aurait pas dû poser de problème, je connaissais l'argent que grand-père avait laissé avant de mourir. Et elle avait précisé que cet argent était destiné à l'éducation de ses deux petites filles. J'étais là quand il a dit à papa et maman de veiller à ce que les deux filles aillent à l'école. C'est à cela que sert cet argent. Ce jour-là, je suis rentrée chez moi pleine d'espoir. Peut-être que ce serait le moment où les choses changeraient. Peut-être qu'il serait fier de moi. Peut-être qu'il me verrait enfin. Je les ai trouvés dans le salon, Lily affalée sur le canapé en train d'envoyer des SMS pendant que papa et maman regardaient la télévision. J'ai été acceptée, annonçai-je en tendant la lettre. Le programme de gestion des investissements en Arizona. Il m'accorde même une bourse partielle. Maman a coupé le son de la télé. Papa s'est déplacé dans son fauteuil. Lily n'a même pas levé les yeux de son téléphone. C'est gentil, chérie, dit maman, mais quelque chose dans son ton m'a retourné l'estomac. Mais l'Arizona est si loin. Le programme est exactement ce que je veux faire, ai-je expliqué. Et avec l'argent de grand-père pour le reste des frais de scolarité. À ce propos, interrompt papa en se raclant la gorge. Nous n'avons plus cet argent. Le monde a semblé basculer de côté. Que est-ce que tu veux dire par là? Grand-père a laissé cet argent spécialement pour notre éducation, à tous les deux. Eh bien, dit maman en lissant sa jupe, nous avons dû faire des choix. Des opportunités d'investissement se sont présentées, et qu'en est-il du fonds d'études de Lily? Ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Je pouvais le voir sur leur visage. Papa s'est mis à rire. Ne t'inquiète pas pour l'éducation de ta sœur.
Nous nous en occupons. Alors tu as dépensé ma part, ma voix s'élevait. Tu as dépensé l'argent que grand-père a laissé pour mon éducation, mais tu as gardé celle de Lily, ne dramatise pas, dit maman. Tu es doué pour comprendre les choses. Tu trouveras un moyen. Je les ai regardés. Vraiment regardés. Les bijoux coûteux de maman. Les nouveaux clubs de golf de papa dans le coin. Les vêtements de marque de Lily et son dernier iPhone. Vous êtes en train de me dire, ai-je dit lentement, que vous avez dépensé l'argent que mon grand-père a laissé pour mon éducation, pour des choses? Pour vous-même, surveille tonton, m'a prévenu papa. Non, j'ai crié. Je ne surveillerai pas mon ton. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien du tout. Grand-père voulait que cet argent nous revienne à tous les deux. Sors, dit maman. Sors jusqu'à ce que tu puisses nous parler avec respect. Je suis sortie en claquant la porte derrière moi. J'ai conduit jusqu'au café, les larmes brouillant ma vue, et j'ai fait mon service en un jour. Le lendemain, c'était mon service habituel du matin au café. J'ai fait mon travail, préparé le café et servi le petit déjeuner, en essayant de comprendre ce que je devais faire ensuite. Sarah a remarqué que quelque chose n'allait pas, mais elle n'a pas insisté. C'est pour cela que je l'aimais. Lorsque je suis rentrée à la maison cet après-midi-là, ma clé n'a pas fonctionné dans la serrure. J'ai essayé encore et encore, mais elle ne tournait pas. C'est alors que j'ai remarqué mes valises, les vieilles de la cave, posées près de la porte. Elles étaient remplies de mes vêtements, certains pliés de façon désordonnée, d'autres simplement poussés à l'intérieur. Maman, j'ai appelé en frappant. Papa? Tu n'es plus le bienvenu ici, dit la voix de maman à travers la porte. Nous ne tolérerons pas ce genre de manque de respect dans cette maison. Tu es sérieux? Je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Tu me mets à la porte? Parce que j'étais fâchée que tu aies volé l'argent de mes études, ne sois pas si dramatique, a-t-elle répondu. Tu as 18 ans maintenant, tu es une adulte. Il est temps de te débrouiller toute seule. Je suis restée là, à fixer ses valises, en essayant de ne pas pleurer. Des voitures passaient dans notre rue. Des voisins qui me connaissaient depuis toujours passaient comme si de rien n'était. Comme si mes parents ne m'avaient pas jeté dehors. Et Lily? Demandai-je, la voix brisée. Lui ferais-tu jamais ça? Il n'y a pas eu de réponse, juste un silence. J'ai sorti mon téléphone, les mains tremblantes, et j'ai appelé mon abbé Rachel, la sœur de ma mère. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Harper, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air bouleversé. Je lui ai tout raconté, mes mots dégringolant entre deux sanglots. À propos de l'acceptation de l'université, de l'argent de grand-père, du fait d'être enfermé dehors. Elle ne bouge pas, dit-elle fermement. Ton oncle Mike et moi venons te chercher. 45 minutes plus tard, leur voiture s'est arrêtée. Oncle Mike charge mes valises dans le coffre tandis que tante Rachel me serre fort dans ses bras. Je suis vraiment désolée, ma chérie, murmura-t-elle. Ce n'est pas normal. Ce soir-là, assis dans leur chambre d'amis. Tante Rachel et oncle Mike sont entrés avec un chèque. Nous voulons t'aider à payer tes frais de scolarité, dit tante Rachel. Ce n'est pas tout, mais c'est ce que nous pouvons faire. Je vous rembourserai. Je te le promets en pleurant. Jusqu'au dernier centime. Nous savons que vous le ferez, dit l'oncle Mike. Parce que contrairement à certaines personnes, nous savons exactement qui tu es et de quoi tu es capable. J'ai regardé le chèque, 30 000 $. Assez pour couvrir ce que la bourse ne couvrait pas. Assez pour changer ma vie. Les 12 années suivantes se sont déroulées comme dans un rêve que j'avais construit de mes propres mains. L'université a été difficile, mais exaltante. Je me suis jetée à corps perdu dans mes études, travaillant à temps partiel au bureau des finances de l'université pour couvrir mes frais de subsistance. Chaque semestre, je figurais sur la liste des doyens. Chaque été, je décrochais des stages prestigieux. Et chaque mois, je mettais de l'argent de côté pour rembourser tante Rachel et oncle Mike. Pendant ces 4 années, mon téléphone n'a jamais sonné avec des appels de mes parents ou de Lily. Parfois, je me demandais ce qu'ils faisaient,
mais je me souvenais des valises sur le pas de la porte et je me forçais à me concentrer sur mon avenir. Ma première offre d'emploi est arrivée 2 mois avant la remise des diplômes, un poste de junior chez Goldman Investment Partners. Le salaire de départ était supérieur à ce dont j'avais toujours rêvé. Le jour où j'ai signé le contrat, j'ai appelé tante Rachel. J'ai réussi, lui ai-je dit, la voix tremblante d'excitation. Ils veulent que je commence dès la fin de mes études. Bien sûr qu'ils le veulent, a-t-elle dit, et je pouvais entendre la fierté dans sa voix. Tu es exceptionnelle, Harper. Tu l'as toujours été et je suis restée dans la même ville que mon travail. Et j'ai commencé dans un minuscule studio qui contenait à peine mon lit et mon bureau. Mais je m'en moquais, c'était à moi. Tous les matins, je me réveillais à 5 heures, j'allais à la salle de sport et j'étais à mon bureau à 7h30. Chaque soir, je restais tard, apprenant tout ce que je pouvais de mes collègues. Ma patronne, Catherine, m'a prise sous son aile. Tu as quelque chose de spécial, m'a-t-elle dit un soir, alors que nous travaillions sur la présentation d'un client important. Tu as faim, mais tu n'es pas désespéré. Vous êtes motivé, mais pas téméraire. Nous avons besoin de plus de gens comme vous. 3 ans plus tard, je suis devenu analyste principal. 2 ans plus tard, je suis devenu directeur des investissements. Mon salaire a doublé, puis triplé. J'ai quitté mon studio pour un appartement de luxe avec des fenêtres du sol au plafond et une vue sur la ville. J'ai acheté ma première Mercedes, une classe C noire et élégante, qui me faisait sourire chaque fois que je la voyais dans le parking. J'ai remboursé l'intégralité de ma dette à ma tante Rachel et à mon oncle Mike, bien qu'ils aient essayé de refuser l'argent. Nous ne t'avons pas aidé pour que tu nous rembourses, a protesté tante Rachel. Je sais, lui dis-je. Vous m'avez aidé parce que vous m'aimez. Mais je vous rembourse parce que je vous aime aussi et parce que je tiens mes promesses. J'ai voyagé dans le monde entier, à Paris, à Tokyo, à Sydney, j'ai publié sur les réseaux sociaux des photos de coucher de soleil à Santorin et de sommets enneigés en Suisse. Je n'ai jamais bloqué ma famille sur les médias sociaux, mais je n'ai jamais regardé leur profil non plus. Je les laissais voir mon succès s'ils le voulaient. Je ne regardais plus en arrière. Jusqu'à ce qu'un appel téléphonique dans mon bureau, 12 ans plus tard, vienne tout chambouler. Et la semaine suivant l'appel de ma mère. Je me suis retrouvée à conduire dans les rues familières de ma ville natale. Tout me paraissait plus petit, moins important. Je me suis arrêtée devant la maison de mes parents dans ma Mercedes, ajustant mes lunettes de soleil Chanel dans le rétroviseur. La maison n'avait pas beaucoup changé, même volet bleu, même balançoire en bois sur le porche. Mais maintenant, je pouvais voir la peinture écaillée, les gouttières affaissées, les signes de négligence. Ma mère a ouvert la porte avant que je puisse frapper. Elle avait vieilli plus que je ne l'aurais cru, ses cheveux étaient gris et les lignes autour de sa bouche n'existaient pas auparavant. Harper, a-t-elle soufflé, en me serrant dans ses bras, ce que je n'ai pas fait. Tu as l'air d'avoir réussi. Où est papa ? Demandai-je en la dépassant pour entrer dans la maison. L'intérieur sentait la même chose, les bougies à la vanille de maman et le café de papa. Dans le salon ? Dit-elle en se dépêchant de me précéder. Et elle passe une bonne journée aujourd'hui. Je n'étais pas préparée à l'apparence de mon père. L'homme qui avait semblé si imposant, si autoritaire, s'était affaissé dans son fauteuil, mince et pâle. Ses yeux se sont cependant illuminés lorsqu'il m'a vue. Pendant un instant, j'ai revu le père dont je me souvenais. Harper, dit-il, d'une voix plus faible que dans mon souvenir, mais toujours empreinte d'autorité. Tu es venu. Oui, répondis-je en m'asseyant sur la chaise en face de lui. Tu n'as pas l'air bien. Il a ri, mais sa voix s'est transformée en tout. Toujours direct, n'est-ce pas ? Oui, le cancer est une saloperie. Les médecins disent qu'il me reste quelques mois, peut-être moins. Maman est restée à proximité, se tordant les mains. Je t'ai préparé ton ancienne chambre, tout est comme tu l'as laissé. Cela m'a presque fait rire. Rien n'était comme je l'avais laissé, il s'en était assuré il y a 12 ans. Où est Lily ? Demandai-je en remarquant l'absence de ma sœur.
elle est sortie avec des amis, dit rapidement maman. Elle sera de retour pour le dîner. Elle est tellement contente de te voir. J'en doutais, mais pas du tout. Nous avons bavardé pendant un moment, ils m'ont posé des questions sur mon travail, mon appartement, ma voiture. J'ai donné des réponses courtes et polies, les regardant échanger des regards quand ils pensaient que je ne regardais pas ce soir-là. Lily s'est finalement présentée, habillée de vêtements de marque qui semblaient neufs. Elle avait pris du poids depuis la dernière fois que je l'avais vue, mais son visage était toujours aussi beau, et elle avait toujours cet air d'avoir droit à tout, dont je me souvenais si bien. Harper, a-t-elle crié, comme si nous étions de meilleurs amis qui venaient d'être séparés pendant un week-end. Oh mon Dieu, c'est une montre Cartier? Elle est magnifique. Le dîner a été étrange. Maman avait préparé tous les plats préférés de mon enfance, comme si la nourriture pouvait combler un fossé de 12 ans de trahison et de silence. Papa mangeait peu, se contentant de pousser la nourriture autour de son assiette. Lily parlait sans cesse de ses amis, de sa vie sociale, de son projet de créer un blog sur le style de vie. En parlant de projet, dit soudain papa en posant sa fourchette. Harper, il y a quelque chose d'important dont nous devons discuter. J'ai vu maman se crisper, j'ai vu les yeux de Lily passer d'un parent à l'autre. Un déclic s'est produit dans mon esprit, il ne s'agissait pas seulement de dire au revoir à un père mourant. Il s'agissait de quelque chose de tout à fait différent. Qu'est-ce que c'est? Demandai-je, même si une partie de moi savait déjà que ça n'allait pas être bon. Papa s'est penché en avant, le visage sérieux. J'ai besoin que tu me promettes quelque chose. Le souhait d'un mourant. Si tu veux. J'ai attendu, ma main se resserrant autour de mon verre d'eau. Après mon départ, poursuivit-il, j'ai besoin de savoir qu'on s'occupera de Lily. Qu'elle pourra maintenir son style de vie. Et vous, eh bien, vous êtes en position de vous en assurer. Et la pièce est devenue silencieuse. Je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge sur le mur, le ronronnement du réfrigérateur, le son de mon propre cœur qui battait à tout rompre dans mes oreilles. Tu veux que je fasse quoi? Demandai-je, la voix dangereusement calme. Que je m'occupe de ta sœur, répondit maman. Que je l'aide financièrement. Tu te débrouilles si bien, Harper, tu as plus que ce qu'il te faut. Je me suis levé de table, ma chaise raclant le parquet. Que je comprenne bien. Tu m'as fait venir ici, après 12 ans de silence, pour me demander de soutenir financièrement ma sœur adulte tout à fait capable. Harper, assieds-toi, s'il te plaît. Supplie maman. Tu rends la situation plus dramatique qu'elle ne devrait l'être. Plus dramatique, dis-je en riant, mais il n'y avait pas d'humour là-dedans. Tu m'as chassé de cette maison, tu as laissé mes affaires et mes valises sur le pas de la porte. Tu as dépensé l'argent de mes études, l'argent que grand-père avait spécifiquement laissé pour mon éducation. Et maintenant, tu veux que je soutienne Lily? Lily prend la parole, d'une voix plaintive. Ce n'est pas juste que tu aies autant d'argent et que tu ne le partages pas. Tu as toujours été égoïste. Je me suis retournée pour la regarder vraiment. Robe de créateur, bijoux de luxe, ongles parfaitement manucurés, tout cela avait été payé par nos parents, même maintenant, alors qu'elle avait 28 ans. Que as-tu fait exactement ces 12 dernières années, Lily, ai-je demandé. Pendant que je travaillais 60 heures par semaine pour bâtir ma carrière, que faisais-tu? Je me suis trouvée moi-même. A-t-elle répondu sur la défensive. Nous ne voulons pas tous être des esclaves de l'entreprise. Se trouver soi-même? Aux frais de papa et maman? J'ai secoué la tête. Et maintenant que papa est malade, tu as peur de perdre ton ticket repas, n'est-ce pas? Ne parle pas à ta sœur de cette façon, m'a dit maman. Elle est sensible. Elle a besoin. Elle a besoin de grandir, ai-je crié. Elle doit apprendre à subvenir à ses besoins. Elle doit arrêter de dépendre des autres pour financer son mode de vie. Le poing de papa a frappé la table, mais avec moins de force que dans mes souvenirs d'enfance. Ça suffit. Je suis en train de mourir, Harper. Ma dernière volonté est de savoir que l'on s'occupera de ma fille cadette. Qu'en est-il de votre fille aînée? Demandai-je à voix basse.
As-tu jamais voulu t'occuper de moi? Le silence qui suivit fut assourdissant. J'ai pris mon sac à main sur le dossier de ma chaise. Je pars, ai-je annoncé, c'était une erreur. Harper, s'il te plaît. Maman m'a suivi jusqu'à la porte. Réfléchis à ce que tu fais. Pense à la dernière volonté de ton père. Je me suis tournée vers elle. J'aiderai à payer les factures médicales de papa s'il en a besoin. Mais je ne soutiendrai pas Lily, c'est ma dernière réponse. Je me suis dirigée vers ma voiture, ignorant les appels de ma mère et les sanglots dramatiques de ma sœur. En partant, je me suis arrêtée après quelques pâtés de maison et j'ai appelé ma tante. Ils veulent que je soutienne Lily, ai-je dit quand elle a répondu. Peux-tu croire cela, oh, Harper, soupira-t-elle, j'avais peur que ce soit quelque chose comme ça. Ta sœur n'a pas travaillé un seul jour de sa vie, et tes parents l'ont soutenue pendant si longtemps. Les 2 jours qui ont suivi ont été une succession d'appels et de SMS furieux. Ma mère et ma sœur ont bombardé mon téléphone de discours culpabilisants et d'accusations. Tu es en train de tuer ton père avec ton égoïsme, m'a dit maman. Tu as toujours été jalouse de moi. A écrit Lily. Tu essaies juste de me punir. J'ai sauvegardé tous les messages, mais je n'y ai pas répondu. Quelque chose me disait que j'en aurais besoin plus tard. Quand maman a rappelé, j'ai activé l'application d'enregistrement de mon téléphone avant de répondre. Harper, a-t-elle commencé immédiatement, comment peux-tu être aussi froid, aussi égoïste? Ta sœur a besoin de TOI. Je suis prête à aider papa, répondis-je calmement. Mais Lily est une adulte. Elle doit subvenir à ses besoins. Tu ne vaux pas le petit doigt de ta sœur, cracha maman. Nous n'aurions jamais dû t'appeler. J'ai mis fin à l'appel et me suis assise dans mon bureau, regardant la ligne d'horizon de la ville. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et je suis allée sur la page des médias sociaux de ma mère. Il y avait là un long message sur sa fille sans cœur qui refusait d'aider son père mourant. Les commentaires étaient remplis de parents et d'amis de la famille qui exprimaient leur choc et leur déception à mon égard. Quelque chose s'est brisé en moi. 12 ans de silence, et c'était comme ça qu'il voulait la jouer? Très bien. J'ai écrit mon propre billet, en y joignant des captures d'écran, des textos et de l'appel enregistré. J'ai raconté toute l'histoire, le favoritisme de l'enfance, l'argent volé à l'université, l'expulsion, tout. J'ai terminé en disant la vérité sur leur récent contact, non pas qu'ils voulaient se réconcilier, mais qu'ils voulaient que je soutienne financièrement ma sœur adulte et valide. Et la réaction a été immédiate et massive. Les commentaires ont afflué, les gens exprimant leur choc, non pas à mon égard cette fois, mais à l'égard de mes parents. Des membres de ma famille à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'ont contacté en privé, beaucoup d'entre eux racontant qu'ils avaient été témoins de ce favoritisme mais qu'ils n'avaient jamais rien dit. Maman a essayé de se défendre dans les commentaires, mais chaque explication ne faisait que l'enfoncer un peu plus. Même ses amis les plus proches ne pouvaient justifier le fait de demander à une fille de soutenir une autre adulte parfaitement capable. 6 mois plus tard, tante Rachel m'a appelé pour me dire que papa était décédé. Maman ne m'avait pas invité à l'enterrement, un dernier acte de vengeance mesquine. J'ai tout de même envoyé un gros bouquet de fleurs, accompagné d'une carte qui disait simplement « Au revoir, papa ». C'était il y a 3 mois. Par l'intermédiaire de tante Rachel, j'apprends que maman a du mal à maintenir leur mode de vie avec ce que papa lui a laissé. Lily fait des crises de colère parce qu'elle n'a pas les moyens de s'offrir ses habituelles virées shopping et ses repas au restaurant. Parfois, je me demande si elles ont appris quelque chose de tout cela. La semaine dernière, j'ai reçu un autre appel d'un numéro inconnu. Cette fois, je l'ai laissé tomber sur la boîte vocale. C'était Lily, qui me demandait si je pouvais reconsidérer l'idée de l'aider, juste le temps qu'elle se remette sur pied. J'ai effacé le message sans répondre. Assis dans mon bureau, je regarde la vie que je me suis construite et je me sens en paix avec mes décisions. Je regrette de n'avoir jamais pu me réconcilier avec mon père, mais je ne regrette pas d'avoir tenu bon. Certaines personnes pourraient me qualifier de froide ou d'impitoyable. Mais j'ai appris il y a longtemps que maintenir des limites saines n'est pas synonyme de cruauté. Je jette un coup d'œil à la photo sur mon bureau, moi avec tante Rachel et oncle Mike lors de mon dernier anniversaire.
C'est ma vraie famille, celle qui a cru en moi, qui m'a soutenu, qui m'a aimé inconditionnellement. Le sang est peut-être plus épais que l'eau, comme on dit, mais l'amour est plus épais que le sang. Et le véritable amour ne s'accompagne pas de conditions ou d'étiquettes de prix. Mon téléphone sonne, un texto de tante Rachel qui me demande si je viens toujours pour le dîner de dimanche. Je souris et réponds rapidement par un oui. Ça ne manquerait pas. Certains ponts restent brûlés pour une raison précise, mais d'autres se renforcent avec le temps. J'ai appris à faire la différence.